vous définir un peu plus longuement la notion de marketplace, mais chaque chose en son temps. Et donc en fait, ce projet de marketplace m'a fait découvrir qu'il n'y avait pas de solution sur le marché très satisfaisante, donc j'ai développé ma propre solution et de fil en aiguille, au fur et à mesure d'une avancée du projet qui a été bloquée par une législation après un lancement de business, eh bien, je suis devenu éditeur et maintenant, voilà, après une croissance, on est passé de 6 à une trentaine de personnes en 1 an et demi, eh bien, nous avons une solution qui est aujourd'hui à peu près leader sur le marché, en tout cas en France, et qui a une belle croissance. Et donc, l'idée, c'est de venir partager en fait ce que représentent toutes ces opportunités et tout ce business autour de marketplace, pour la simple et bonne raison qu'il est important. Donc, pour faire simple, le marketplace, c'est une plateforme multivendeur, c'est-à-dire un site qui permet à une multitude d'offreurs de regrouper leurs offres en une seule plateforme. Donc les plateformes courantes qu'on connaît tous sont évidemment les Amazon, eBay, PriceMinister, rejoints depuis par Cdiscount, La Redoute, etc. Mais ça, c'est les plateformes e-commerce qui sont assez connues. On va ajouter à toutes ces plateformes quelque chose qui est moins reconnu comme étant des marketplaces et qui pourtant le sont tout autant, dans les plateformes de services comme Uber, Airbnb, Blablacar et par extension, de façon un peu plus indirecte, toutes les plateformes multivendeurs sans transaction, y compris Le Bon Coin, Se Loger, des plateformes qui consistent à agréger une multitude d'offres. Certains vont un peu plus loin en disant qu'un réseau social peut être considéré comme une marketplace de contenu, puisque l'offre, c'est-à-dire les posts et tout ce qui peut s'y lire, eh bien, n'est pas écrit par l'entreprise qui expose la plateforme. Donc on a bien, contrairement à un média, par exemple Mediapart, Slate ou je ne sais quel, ou Le Monde, un journal classique qui serait l'équivalent d'un e-commerce, là où un Facebook, LinkedIn, etc., eh bien, fait écrire les contenus que l'on peut y lire par les tiers, par nous tous. Donc c'est bien une marketplace de contenu. C'est le patron de Havas qui disait une phrase qui me plaît bien, j'aurais bien aimé l'inventer. Il disait aujourd'hui, le plus gros loueur de chambres au monde ne possède pas le moindre hôtel, le plus gros transporteur de personnes au monde ne possède ni véhicule ni chauffeur, et le plus gros site de médias au monde et de contenu au monde n'a pas un seul journaliste salarié. Donc c'est un peu la beauté du modèle, c'est avoir les offres les plus importantes au monde sans la constituer. Donc ça, c'est la petite intro. Et je vais en fait tout simplement évoquer les 10 éléments qui nous ont paru clés au fur et à mesure de l'expérience qu'on a eue des lancements de marketplace, donc les miennes, puis toutes celles de nos clients, aujourd'hui une cinquantaine, sur lesquelles on acquiert de l'expérience à force d'échecs, à force de succès, et sur lesquels on sait ce qui marche et ce qui ne marche pas. Ce qui est certain, un petit chiffre que j'ai eu ce matin, enfin il y a quelques jours, c'est aujourd'hui 50% du commerce du monde en ligne se fait sur le marketplace. Voilà, donc 50% des ventes en ligne dans le monde se font sur les marketplaces, avec une croissance qui est phénoménale, à peu près 3 à 4 fois plus rapide que celle de l'e-commerce monovendeur. Alors pourquoi lancer le marketplace? Dans quel but? Les 3 objectifs, c'est évidemment d'abord, en ne constituant pas soi-même l'offre, d'aller élargir cette offre le plus largement possible. Dans un premier temps, les premières marketplaces étaient assez confidentielles, elles étaient B2B, celles qui ont inventé le modèle, et c'était surtout des modèles de centrale d'achat. Et on est bien d'accord qu'une centrale d'achat, par vocation, doit proposer une offre large à ses adhérents. Ensuite, le passage au B2C, les premières marketplaces ont été en premier lieu Amazon et eBay. Et Amazon, lorsqu'il a créé, Jeff Bezos, lorsqu'il a créé Amazon, il a dit au tout premier jour de l'histoire d'Amazon, mon objectif, c'est tout simplement de vendre tous les livres du monde. Donc il y a 250 millions de références de livres aujourd'hui sur Amazon. On estime qu'il ne vend que 10% des livres du monde. Donc il a encore un petit peu de travail. Néanmoins, c'est celui qui possède l'offre la plus large. Et c'est souvent ce qui anime les entreprises qui ont des marketplaces à succès. Uber, il vous dira, moi mon but c'est que, quel que soit l'endroit où vous êtes dans une ville couverte, tout de suite vous ayez une réponse en 5 minutes pour avoir un chauffeur. C'est l'objectif, c'est pas toujours tout à fait le cas. Sur Airbnb, l'objectif c'est de trouver toujours un logement à l'endroit où on a envie de se rendre.
Et c'est à peu près le cas pour toutes les marketplaces qui rencontrent un gros succès. Spartoo a la plus grosse offre mode d'Europe, et on sait très bien que leur créneau, c'est la quantité. Et c'est un des facteurs clés, clairement, du succès. Le deuxième point, évidemment, c'est les coûts et les contraintes de production. Si on prend tout simplement en comparaison avec l'e-commerce, si je veux vendre tous les livres du monde et que je dois stocker 250 millions de références de livres face à Amazon, qui lui n'en stocke que le 10e, eh bien, il va falloir que je construise quelques milliers d'entrepôts, ce qui évidemment pose problème en termes de coût initial pour démarrer ce genre de service. C'est également valable donc, pour les marketplaces de services. Si je dois, pour concurrencer Uber, qui a aujourd'hui 78 000 chauffeurs qui travaillent pour lui, eh bien, il va falloir que je recrute 78 000 salariés et que j'achète 78 000 voitures, sans compter les voitures de remplacement lorsqu'il y a une panne, etc. Autant dire que ça va être un petit peu compliqué. Donc le modèle de marketplace aujourd'hui, en fait, paraît le seul pour atteindre ces niveaux de prestation de service. Tout comme si Accor Hotel voulait concurrencer réellement Airbnb sur toutes les zones, il faudrait qu'il construise, je ne sais pas, 1 million d'hôtels ou 2 millions d'hôtels, ce qui évidemment serait impossible. Et tout ça entraîne une promesse de rentabilité plus rapide. Ça ne veut pas dire que les coûts d'acquisition de clients sont inférieurs. Si vous voulez faire venir un client chez Uber ou chez Airbnb, ça coûte la même chose que chez Accor Hotel ou chez la société de taxi G7 par exemple. La différence, c'est que l'offre étant suffisamment large, déjà les taux de conversion sont beaucoup plus importants. Aujourd'hui, on constate qu'on est à peu près à des x3, x4 en moyenne, hein, bien entendu. Il y a toujours des exceptions, mais Amazon a un taux de conversion aujourd'hui qui est estimé à 6%, là où la moyenne de l'e-commerce, quand ils sont à 1,5, et on se retrouve à des taux qui sont très satisfaisants. Et l'autre élément, c'est évidemment la fidélisation. Si vous avez une société de taxi qui n'a que 3 taxis en Bourgogne, la probabilité que moi, certes de passage en Bourgogne, peut-être j'utilise une fois, mais la probabilité qu'il me fidélise lorsque je suis sur Lyon, Paris, Porto ou Rome, c'est des villes dans lesquelles j'ai déjà utilisé Uber, eh bien, est évidemment nulle. Donc vous allez entraîner une récurrence assez phénoménale du business, qui est évidemment la clé de ce marketplace-là. Tout comme Amazon, évidemment, en possédant tous les livres du monde, enfin, l'objectif qu'il a, c'est de faire en sorte qu'à chaque fois qu'on a l'idée d'acheter un livre, ce soit là-bas qu'on aille faire cet achat. Attirer des acheteurs et des vendeurs. Donc là, on est sur une problématique nouvelle, donc si on pense marketplace, non pas e-commerce ou société de services, eh bien parce qu'on ne doit plus simplement attirer des acheteurs, mais bien on devient un two-side market. On a 2 types de clients. Les vendeurs, qui sont nos clients réels, puisque ce sont eux qui font le chiffre d'affaires de la marketplace, ce sont eux qui payent les commissions. La marketplace émet ses factures de commission aux vendeurs. Donc d'un point de vue purement légal, le client de la marketplace n'est pas l'acheteur, mais le vendeur. Et c'est lui qui va payer souvent également un abonnement, un listing fee pour mettre, j'en parlerai plus tard le business model, mais pour mettre les annonces en ligne, etc. Tout ça, ça fait du vendeur la plupart du temps, dans la plupart des modèles, le client de la marketplace. L'acheteur, lui, c'est le client du vendeur. Donc, sur une marketplace, on va vraiment avoir conscience du fait qu'il faut faire venir des visiteurs qui vont devenir les clients du vendeur. On va en partager les données pour le fidéliser, pour lui faire de la pub, lui faire différentes propositions pour le faire racheter. Néanmoins, il n'empêche que légalement, c'est bien le client du vendeur. Ça veut dire que la priorité, si on y réfléchit bien, va être en réalité de focaliser son énergie, au moins au départ, sur le fait de faire venir les bons vendeurs en bonne quantité, avec les bonnes offres. Et tout ça, ça va être au prix des efforts majeurs au démarrage de la plateforme. C'est le patron d'Airbnb qui expliquait, son fondateur, que lors des 2 premières années, 92% du budget marketing d'Airbnb était au recrutement de l'offre. Voilà, et seulement 8% au recrutement des acheteurs et des visiteurs. Donc vraiment la clé du succès, c'est de partir vraiment sur un focus sur le vendeur. Donc on dit pour l'œuf ou la poule, on ne sait pas par où commencer. Pour les marketplaces, on sait c'est par l'offre. Les différents business models, comment gagner de l'argent sur les places de marché. On a envie de dire assez rapidement, bon bah c'est les commissions, je vais pouvoir générer des transactions et donc réaliser une ponction de commission sur la vente. C'est un modèle majeur. Aujourd'hui, il n'est pas forcément l'unique business model. Donc souvent, on a des places de marché qui ont des modèles de revenus hybrides sur lesquels on va accumuler différents types de revenus.
Mais voilà les principaux. Donc le système de commission, je vais vous donner quelques chiffres. Aujourd'hui, ça se bat dans des secteurs extrêmement concurrentiels, B2B notamment, lorsqu'il y a des gros volumes, par exemple sur les échanges de céréales ou sur des marketplaces de matières premières, là on va être jusqu'à entre 1,5 et 2% de commission. Là on va être sur les marketplaces qui ont les taux de commission les plus bas, mais avec des volumétries d'achat qui sont très très importantes. Les marketplaces qui ont également des commissions assez basses, c'est les marketplaces d'échange de bitcoin ou de monnaie, de change, là où on peut acheter des devises, sur lequel on est bien entendu sur des offres de marketplace, mais avec des commissions qui sont très basses, parce qu'il y a des volumétries et des récurrences qui sont très très importantes. Ensuite, un business plus classique, avec des commissions relativement basses, ça va être l'informatique, les ordinateurs, ainsi que l'électroménager, pour les mêmes raisons. Les marges sont relativement faibles, et l'expédition est relativement coûteuse. Là, on va être sur des commissions qui vont être entre 5 et 8%. Ensuite, on arrive sur la commission moyenne de toutes les marketplaces, tous secteurs confondus, qui est à 12% aujourd'hui sur le marché à l'échelle du monde, et c'est à peu près la même moyenne à l'échelle française. Donc 12% de commission, ça va être sur les biens classiques, sur des vêtements sur lesquels il n'y a pas trop de marge, des vêtements classiques, des meubles, de la décoration, des articles de sport, des choses assez classiques. Ensuite, on va aller sur des produits à forte marge. 20% va se situer sur les articles de mode, mais un peu plus luxueux, un peu plus cher en moyenne, des chaussures notamment. On va être également sur les bijoux. Sur Amazon, la commission sur la bijouterie est à 20% exactement. Ensuite, on va avoir des commissions qui vont être plus élevées dès lors qu'on va rentrer dans le luxe. Par exemple, il y a une plateforme de créateurs qui est à peu près, qui est exactement à 49%, pour pas dire 50% de commission. Alors, c'est une plateforme de créateurs de luxe. Parce que c'est les créateurs de luxe aujourd'hui, il y en a beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup qui gagnent de l'argent en réalité. Beaucoup qui essaient de vendre des choses et donc qui. On parle de créateurs de petites marques, hein, c'est pas Dior et Cartier, évidemment, eux ne sont pas tout à fait sur les mêmes conditions. Et donc, là on est sur les extrêmes, et dans le service, on est presque systématiquement entre 20 et 30%. Avec quelques exceptions, notamment en C2C, donc entre particuliers, dans lequel on est plutôt aux alentours de 15%. Donc Blablacar, aujourd'hui, on est entre 12 et 15 suivant le nombre de kilomètres, parce que là, c'est leur système. Hein, donc en fonction du nombre de kilomètres que vous faites, vous êtes entre 12 et 15. Et Uber va prendre 25% des courses des chauffeurs. Voilà, 25%, c'est assez classique. Dans les marketplaces de travaux également, on est presque toujours à 20%. Donc voilà, ça c'est les différents taux pour une vision marché assez précise. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cet argent-là, c'est le chiffre d'affaires de la marketplace. Hein. Le reste, c'est du volume d'affaires, donc n'est pas comptablement enregistré. Et donc c'est bien sur ces 20% par exemple de commission que la marketplace va amortir ses coûts, ses charges. Par contre, la marge brute est presque de 100%. Après, c'est parce que parfois on peut avoir à incorporer les frais du PSP, c'est-à-dire du provider de paiement, les 0,5 ou 1% qu'on a à payer à Mastercard, Visa et à celui qui encaisse l'argent. Les abonnements, on peut avoir l'impression instinctivement que c'est une partie importante. En réalité, c'est assez mineur. Aujourd'hui, les marketplaces qui fonctionnent par abonnement sont en général des marketplaces en perte de vitesse, tout simplement parce que ça veut dire qu'elles ne contrôlent pas la transaction si elles ne prennent pas de commission. Et que ces marketplaces qui ne contrôlent pas la transaction sont aujourd'hui donc en perte de data. Elles ont moins d'informations que les autres et elles se retrouvent souvent en difficulté face à celles qui arrivent à contrôler la transaction. Une marketplace qui vous permettrait de trouver un chauffeur, un VTC, mais sur lequel vous auriez à repayer à l'ancienne, comme avec le taxi, la CB ou en espèces dans la voiture, en fait ce serait un service perdu. Et face à Uber, donc je vous redonne cet exemple classique, mais serait perçu comme assez négatif. C'est la raison majeure de l'échec, du déclin progressif des sites de comparatifs. On a tous connu il y a quelques années, on allait tous sur quel coup le guide des sites de comparatifs qui aujourd'hui sont presque tous en train de couler pour la simple et bonne raison qu'il manque la transaction. C'est un vrai service. Et on a la même chose en fait progressivement sur tous les sites de comparateurs. Il y en a encore quelques-uns qui font la loi comme le Lynx ou les Furets dans l'assurance. Mais on peut être sûr que dès que quelqu'un trouvera un moyen de vendre l'assurance en ligne, en un clic en ligne, j'ai la souscription, il m'arrive l'attestation par la poste ou par mail, et tout s'est passé en ligne sans que j'ai besoin d'aller remplir une demande de devis ou quelque chose un peu compliqué comme actuellement,
ils vont aller détruire le marché et prendre la place. Donc la transaction, c'est vraiment un élément qui est un facteur clé de succès. Excusez-moi. Et donc les modèles par abonnement sont en fort déclin. L'abonnement persiste sur les marketplaces, non pas comme un modèle de revenu, mais un modèle d'engagement pour les vendeurs. Sur Amazon, pourquoi tous les vendeurs payent 40 € par mois? Eh bien pour s'assurer qu'ils fassent quelque chose. Qu'ils ne mettent pas un catalogue et qu'ils le laissent pourrir avec un contenu qui va être obsolète, qui va être néfaste pour la plateforme. Je pense que je vais prendre un petit verre d'eau, je reviens tout de suite. Sinon ça va être compliqué, excusez-moi. Voilà, pardon, je me sentais partir au niveau de la voix. Donc les formules d'avènement, voilà, c'est une formule d'engagement pour les vendeurs. Et donc parmi nos associés au sein de VisaPlace, nous avons l'un des cofondateurs de Pricing Minister. Il nous expliquait que les formules d'abonnement représentaient que 2% du chiffre d'affaires. Autant dire qu'au bout d'un moment ça devient négligeable. Par contre, dès lors qu'ils avaient essayé de l'enlever, ils l'ont fait pendant une année. L'engagement et la qualité du catalogue s'étaient vraiment effondrés. Ils l'avaient rétabli, donc non pas pour le chiffre d'affaires, mais pour s'assurer du niveau d'engagement des vendeurs. Le listing fee, donc c'est eBay qui avait inventé ça. C'est un petit peu l'équivalent de quand on payait les petites annonces dans les papiers journaux. Je ne sais pas si tout le monde a connu ça, parce que il faut être un peu vieux comme moi. Mais concrètement, c'est quand on payait les petites annonces. Merci. À la ligne ou au nombre de photos autorisées, sur le paru vendu, le 69, ce genre de choses. Et ça avait un effet très positif en termes de revenus, évidemment. C'était immédiat, on fasse l'avant ou pas, on gagnait de l'argent. Mais cet effet-là, évidemment, a été complètement rendu anecdotique par les plateformes qui, soit comme Le Bon Coin, évidemment, ont été gratuites. Ça a été l'une des raisons majeures de l'explosion du Bon Coin, le premier site d'annonce qui était gratuit. L'idée était toute simple, mais il fallait le faire. Et par les plateformes qui, comme Amazon, Pricing Minister, etc., eBay, bien entendu, faisaient la transaction avec une commission, que c'était payant, mais qui ne le faisaient payer que après que la vente soit effectuée. Donc on ne payait rien, en tant que particulier au moins, s'il n'y avait pas de vente. Ça, c'est toute la différence. Alors le lead fee. Le lead fee, c'est une plateforme un peu particulière, souvent B2B. Pas que, j'ai parlé du Lynx tout à l'heure, c'en est un. C'est une plateforme sur laquelle il n'y a pas de transaction, mais parce qu'il y a une difficulté à organiser la transaction. En gros, le vendeur ne souhaite pas ou ne peut pas connaître le prix à l'avance et ne peut pas générer la transaction en ligne, soit parce qu'il y a une contractualisation complexe. Il est difficile, en fait, tout simplement, d'obtenir du vendeur le fait de pouvoir organiser la vente à distance. Donc ça va être typiquement, là on a une marketplace de machines-outils. Le prix est presque impossible à connaître, il faut connaître le positionnement dans l'atelier, à quoi va ressembler la longueur du convoyeur, enfin c'est des choses qui sont très complexes à prévoir à l'avance. Souvent il faut qu'un commercial, un technicien se déplace sur la plateforme pour pouvoir faire un devis. Mais tout simplement également donc, le Lynx, avec une comparative d'assurance, qui est une marketplace, mais qui ne permet pas de payer en ligne parce que l'assurance fixe ses contrats avec beaucoup de contraintes et c'est pris un petit peu à la tête du client. Un peu ça. Et donc du coup on se retrouve avec un business model qui a évolué vers le lead fee, c'est-à-dire qu'on va payer, le vendeur va payer à chaque fois qu'on lui apporte un lead. Donc on ne lui amène pas un client, on lui amène un client potentiel. Donc ça vaut moins cher qu'un client.
Par contre, ça peut valoir cher quand même. Petit sondage, d'après vous, combien vaut un lead chez le Lynx pour une assurance? Ça montre quelques chiffres comme ça. Donc j'ai entendu 30, 10, 150, c'est 250 €. Donc sur le Lynx, chaque lead, même s'il ne vend pas d'assurance, chaque lead vaut 250 €. Et c'est tout simplement parce que le client moyen sur une assurance reste 7 ans. Et on dit que dans ces formules-là, on peut dépenser en coût d'acquisition client jusqu'à 30% de la lifetime value. Donc si le client reste 7 ans et qu'on lui en vend pour 300 € par an, c'est le coût, on va dire, d'une assurance auto aujourd'hui pour un Clio, ce genre de choses, eh bien, on peut se permettre de dépenser 250 € sans problème pour avoir un lead. Donc c'est vraiment le format aujourd'hui qui est assez courant, soit en B2B, donc soit pour les services compliqués à chiffrer. Les publicités et recherches sponsorisées. Alors là, on est sur quelque chose qui est en général un revenu de complément. Ça devient très rare aujourd'hui d'avoir une place de marché qui se contente des publicités et recherches sponsorisées. J'ai un ami, alors moi je suis pas tout à fait d'accord, qui me dit que Google c'est une marketplace de contenu qu'il vole aux autres puisqu'il troll le web pour aller récupérer du contenu, et on est sur une marketplace de publicité. Dans ce cas-là, on peut dire que le bénéfice et le chiffre d'affaires est un peu important. 86 milliards ont passé d'AdWords vendus, donc on va pas parler de ça. Par contre, ça va être typiquement sur le Bon Coin où on peut payer pour avoir ces petits encarts publicitaires au milieu des annonces. Sur Amazon, maintenant, on a un complément de revenus, notamment avec du retargeting, dans lequel les vendeurs qui ne vendent pas sur la plateforme peuvent quand même faire des annonces. Et quand on clique, on est réaiguillé sur le site extérieur de l'e-commerçant. Donc là, on est quand même sur des modèles additionnels, mais qui existent et qui aujourd'hui sont presque utilisés par toutes les plateformes. Vous allez sur Rue-du-Commerce, Cdiscount, Amazon, vous avez des publicités de ce type-là. Et enfin, les formules freemium. Donc les formules freemium, là, c'est un peu atypique puisque ça va être le seul qui va pouvoir faire payer l'acheteur. On a des formules donc, qui sont, par exemple, une marketplace de contenu audio, Spotify. Spotify, donc c'est une marketplace dans laquelle les vendeurs, donc les maisons d'édition, les chanteurs, les interprètes et les compositeurs, etc., déposent des chansons et sont rémunérés non pas à la transaction, non pas non plus eux-mêmes en payant un abonnement. Enfin, la marketplace gagne en faisant payer cette fois-ci l'acheteur, le visiteur, pour accéder au contenu, et partage ce contenu, ces revenus, avec les vendeurs. Donc ça c'est la première formule, donc freemium, puisqu'il y a une formule d'accès gratuite en général qui est financée par un peu de publicité. Et la deuxième partie freemium, ça peut être le Bon Coin. Le Bon Coin, vous avez une annonce gratuite et vous pouvez payer pour ajouter des photos additionnelles. Donc ce modèle-là est assez atypique et aujourd'hui assez nettement en perte de vitesse, hormis dans le gaming, dans les jeux vidéo. Alors petit contexte juridique, certainement des gens ici qui s'y connaissent plus que d'autres. Mais pour faire simple, avant quoi? Alors avant 2012. Avant 2012, on pouvait encaisser de l'argent pour le compte de quelqu'un d'autre, sans aucun cadre juridique. En clair, ça ne m'appartient pas, ça appartient à quelqu'un d'autre du web. Je le vends à quelqu'un d'entre vous, je prends l'argent, je le rends à la personne de la tour du web à qui ça appartient. Jusqu'avant 2012, ça n'entraînait aucune contrainte juridique. Depuis, on a découvert qu'il y avait de nombreux modèles pour frauder l'État, pour blanchir de l'argent également, qui entraînent évidemment un gros problème. Donc le modèle le plus classique, c'est cet objet ne m'appartient pas, je le vends, je rends l'argent à quelqu'un d'autre, je prélève moi-même de l'argent dessus et je fais croire que cet argent est le fruit d'un autre business, comme par exemple la vente de drogue, je ne sais quoi. Bref, j'ai blanchi de l'argent sans rien faire. Et donc ce business model posait problème, donc il a été encadré. Donc là, l'encaissement pour compte de tiers est devenu un statut. Ce statut, aujourd'hui, peut être contourné par plusieurs manières. Le premier, c'est de devenir une banque, pour faire simple, un établissement de paiement. Autant dire que c'est pas simple. C'est à peu près 2 millions d'euros de prestations, enfin de coûts pour le devenir, et une durée de 5 ans. C'est évidemment quelque chose qui aujourd'hui n'est fait que par très peu de marketplaces. Aujourd'hui, je n'en connais qu'une qui a le faire,
c'est Amazon qui a créé sa banque qui s'appelle Amazon Paiement. Et encore, ils l'ont fait évidemment très tard. Donc la deuxième façon, elle n'est pas indiquée, je vois, c'est l'encaissement pour compte de tiers avec une exemption d'agrément. Donc cette fois-ci, vous allez demander à la Banque de France ou à son organisme qui s'appelle l'ACPR à être exempté de devenir une banque tout en ayant le droit de faire de l'encaissement pour compte de tiers. Depuis le 1er janvier de cette année, donc il y a un mois, enfin bientôt 2 mois, on peut le faire de façon autodéclarative tant que le business est extrêmement restreint par son nombre de catégories de produits. Quand je dis restreint, c'est vraiment restreint. Par exemple, il considère que Airbnb, c'est trop large. Donc il faudrait par exemple ne louer que des appartements, que des terrains. Voilà. Dès qu'on commence à être un petit peu large, il considère que ça ne rentre plus dans le cadre de cette exemption. Et le deuxième point important, là Airbnb serait évidemment sorti depuis longtemps, c'est de limiter son business de façon durable à 1 million d'euros. C'est un problème, quand on crée une entreprise, on a envie d'aller plus loin que ça. Donc en fait, ce business d'exemption est surtout adapté soit à des entreprises qui le font de façon un peu caritative ou associative, ou soit des étudiants et des procédures qui sont en phase de test, donc des entreprises qui sont plutôt pour voir. Voilà. Dans l'immense majorité des cas, ça pose problème. Donc on va arriver sur la troisième façon, qui est de faire appel à un PSP. En fait, c'est une entreprise qui elle-même est établissement de paiement ou banque et qui vous prête en fait le droit d'utiliser son agrément à sa place. Et elle va vous donner, il y a plusieurs niveaux de statut. Il y a le statut le plus courant qu'on appelle le statut d'agent d'établissement de paiement, et donc qui vous prête un petit peu leur agrément. Ce statut a un bénéfice certain, c'est que la totalité des responsabilités sur le respect de la réglementation sur l'encaissement pour compte de tiers est au PSP. Donc on n'a pas besoin de déposer un dossier soi-même auprès de la Banque de France. Si le PSP vous a dit go, c'est parti. L'inconvénient, c'est comme le PSP porte la totalité de la responsabilité et qui vous prête son numéro d'agrément, il attend 2 choses en contrepartie. Un, c'est de respecter la loi, parce que lui-même, on va lui en vouloir si vous faites des bêtises. Donc il va assez vite enlever tous les secteurs à risque, même si parfois ces secteurs à risque sont légaux. Par exemple, si vous avez une autorisation de l'Argel pour faire une marketplace autour des jeux d'argent, aujourd'hui vous ne trouverez quasiment aucun PSP qui vous autorise à le faire. Il y a trop de risques. Également, sur des choses beaucoup moins... Moi j'ai été surpris de voir des refus sur la revente de téléphones portables d'occasion. Une marketplace de reconditionnement, de produits reconditionnés. Et à cause de la section téléphone portable, ils avaient peur qu'il y ait trop de recel de la revente des produits volés. Et du coup, ils ont interdit la place de marché à aller chez les PSP. Donc en fait, c'est le PSP lui-même qui a été plus loin que la loi juste pour limiter ses risques. Le deuxième facteur, c'est ils ne vont pas faire ça gratuitement. Ils ont fait tout un effort, toute la procédure qui coûte 2 millions, qui dure 5 ans, des procédures d'agrément auprès de la Banque de France, pour avoir le droit de faire l'encaissement pour compte de tiers. Donc si vous le donnez, en contrepartie, ils attendent de prendre un pourcentage sur les ventes sur la plateforme. Donc c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Eux-mêmes, ils sont donc ceux qui organisent le paiement. Et ça coûte un peu plus cher que de faire de l'e-commerce. L'e-commerce, admettons qu'on ait obtenu une négo à 0,5% du montant de la transaction. Eux, ils ont plutôt tendance à prendre à peu près le double, à peu près 1%. Alors je vous donne des moyennes. Ça peut aller de, si vous faites déjà beaucoup de volume, peut-être négocier 0,7 ou 0,8, puis si vous en faites vraiment pas du tout et que ce jour-là ils n'ont pas trop envie de négocier, peut-être que vous êtes à 1,5, mais l'ordre de grandeur se situe dans ces fourchettes-là. Alors, petite info juridique. Le 1er janvier 2018 s'est appliquée une loi sur les plateformes qui à la base visait surtout Uber et Airbnb justement, mais également les plateformes de type le Lynx, les comparateurs sur lesquels, les comparateurs de vol aussi, j'ai oublié de les citer ceux-là, les Ligo, Kayak, pardon. Oui, Skyscanner, tout à fait. Et donc ces plateformes en fait avaient des business models qui étaient un peu trompeurs, puisqu'elles disaient simplement de façon homogène, sérieuse, comme des saints et très très gentils pour les visiteurs,
tout simplement agréger la totalité des offres de vol et vous les diffusez en fonction de critères qui n'intéressent que le visiteur, comme le prix ou les disponibilités, ou des critères qui semblaient très très positifs. On a découvert qu'en réalité, pour être en première position, Skyscanner en fait Skyscanner ou Ligo, etc. faisaient payer les agences, les compagnies aériennes, voilà les mots que je cherchais, pour que les vols apparaissent en premier. Parfois ils étaient plus chers, ils étaient moins bons, ils avaient des moins bonnes notes, ils avaient eu un crash la semaine d'avant, j'exagère un peu, mais l'idée est là, donc en fait, c'était pas du tout un meilleur positionnement vis-à-vis de l'acheteur, mais surtout un meilleur positionnement pour la bourse du vendeur. Et donc, ce business model maintenant doit être déclaré sur la plateforme. C'est tout nouveau, depuis le 1er janvier 2018. Donc maintenant, à chaque fois qu'une entreprise fait payer les vendeurs pour désorganiser l'ordre naturel, par exemple du moins cher au plus cher, ou la meilleure note, ou bref, pour organiser différemment le référencement de la plateforme, il doit impérativement le déclarer sur la page sur laquelle s'affichent les résultats. Donc autant vous dire qu'ils ont d'un seul coup tous arrêté de le faire, puisque sinon, eh bien, on arrêterait d'utiliser, tout simplement. Ils ont trouvé des business models alternatifs, certainement aussi très malins, mais pas encore découverts. Et donc, ça c'est le premier point. Le deuxième point, il y a pas mal d'entreprises, Amazon en premier, je ne sais pas si les gens le savent, mais Amazon utilise de nombreuses marques distributeurs. En fait, Amazon possède une quarantaine de marques qui ne sont pas sous la marque Amazon, hein, j'insiste. Ça s'appelle, je sais plus, Baby Machin et Culture Truc ou je sais pas quoi. Ils ont des noms de marques qui ne sont absolument pas sous le label Amazon, mais qui n'appartiennent pas à Amazon. Et qui permettent de laisser penser qu'il y a une concurrence qui s'est organisée envers Amazon sur des catégories de produits, et qui permettent, par exemple, si vous êtes un peu vilain, eh bien, de bannir un vendeur parce qu'il vend très très bien et que vous avez envie de prendre sa marge à sa place, de mettre une marque qui est à vous à la place, et de prendre les ventes en direct et de ne plus se contenter de la commission. C'est un modèle qui a été très fréquemment utilisé, et qui, évidemment, en termes d'éthique et de morale, est assez discutable. Donc maintenant, depuis le 1er janvier 2018, il y a une obligation pour les marketplaces d'indiquer le lien entre les vendeurs et la marketplace, s'il y en a un lien de mère-fille, sœur, cousine, un lien capitalistique ou un intérêt économique. Bref, si les entreprises vendeuses et la marketplace sont en lien d'une manière ou d'une autre, en général d'actionnariat, et bien maintenant c'est donc tout nouveau, il faut l'indiquer. D'ailleurs, j'ai découvert, avec surprise, j'ai beaucoup parlé du Lynx ce soir. Sur le Lynx, il y a une des assurances qui appartient à le Lynx. Et elle est souvent très très bien placée. C'est une coïncidence, certainement. Voilà, donc, en gros, sur les éléments importants, il y a beaucoup de détails en fait. C'est de par l'ampleur en fait, tout simplement, que ça prend, puisque ça représente dès maintenant, dès aujourd'hui, 25% de l'ensemble des ventes sur le web en France et 50% dans le monde. Ben, tout simplement, l'État a envie de cadrer. Parce qu'il a peur que si c'est pas cadré, alors que ça représente plusieurs dizaines de milliards, évidemment que c'est un impact néfaste et que ça se développe en dehors des clous. Alors pour faire simple, je vais passer assez vite parce que c'est la partie que j'adore faire, moi les week-ends à la compta. Mais, pour faire simple, donc le chiffre d'affaires, je vous l'ai dit, c'est ce qui est revendu en général aux vendeurs. Le reste, on a une obligation de stockage de l'information pendant 10 ans. Le marketplace doit stocker l'ensemble des transactions qui ont eu lieu sur sa plateforme, même si ça n'est pas son chiffre d'affaires, puisque c'est une donnée qui fiscalement peut intéresser l'État plus tard, pour faire un contrôle fiscal en général du vendeur. Donc, par exemple, un vendeur qui aurait 10 biens sur Airbnb et qui ne les déclarerait pas, par exemple, eh bien, c'est un bon moyen d'aller demander à Airbnb de donner ses comptes. Et donc, le chiffre d'affaires de la plateforme, quand c'est un modèle de commission, pour faire simple, la marketplace, donc l'acheteur, sur la marketplace, achète un objet à 100 € TTC. La marketplace, si elle prend une commission de 10%, parce que ça simplifie mon calcul, prend 10 € hors taxe. Elle va donc rajouter une TVA, donc de 20%, et donc elle va facturer 12 € TTC de commission au vendeur, qui, si c'est un particulier, ne la paiera pas, bien entendu, à l'État. Si c'est un professionnel, la récupère et donc aura bien 10% de commission. C'est la raison pour laquelle, si vous allez sur les plateformes et vous lisez les CGV, vous verrez qu'il y a 20% d'écart de commission entre les pros et les particuliers.
En réalité, la marketplace touche la même chose, et dans un cas, c'est TTC, dans l'autre cas, c'est hors taxe. D'où le point de particularité. En général, les frais du PSP, donc ce que j'évoquais tout à l'heure, sont inclus dans la marketplace, dans les commissions de la marketplace. Si j'ai envie de gagner 20% et que mon PSP m'en prend 1, bah, je facture 21 à mon vendeur. Je garde 20 pour moi, je reverse 1 au PSP. Mais c'est moi qui verse, qui paye le PSP. Donc le format en fait devient, j'ai 100 €, je veux garder 10. Donc en fait, je facture 11 hors taxe, plus la TVA, 13, quelque chose au vendeur. Sauf que le PSP me refacture 1,2, puisque moi aussi je paierai la TVA dessus. Alors, une partie un peu plus amusante en anecdote. Contrôler le contenu. Je ne sais pas si vous connaissez le point Godwin, je vais pouvoir y arriver. Donc, la raison pour laquelle le contrôle du contenu est effectué par la marketplace et non pas par les vendeurs, même si c'est eux qui l'écrivent, c'est parce que eBay a refusé de retirer à la vente des livres à la gloire d'Hitler. Voilà. Alors pourquoi il a fait ça? Pour la simple et bonne raison qu'il se disait qu'il est hébergeur du contenu. S'il l'héberge, il n'est pas responsable de ceux qui l'écrivent. Il disait, je suis hébergeur, je ne vais pas interagir avec le contenu de mes vendeurs. Si vous avez un problème avec le contenu de mes vendeurs, demandez à mes vendeurs de le retirer. Sauf que les vendeurs, ils sont le lundi en France, mais le mardi, peut-être que c'est un vendeur chinois, africain, nord-américain, sud-américain, et il est évident que sur les marketplaces, on a des vendeurs qui viennent de la terre entière. Et donc, pour la loi française, par exemple, obtenir le retrait d'un livre d'un vendeur situé au Panama ou au Japon, évidemment, c'est extrêmement complexe. Donc, la loi a condamné eBay en première instance, en appel et en cassation, donc, en lui indiquant qu'il est responsable du contenu et qu'il est éditeur du contenu. C'est une partie importante. Ça veut simplement dire que la marketplace a l'obligation de contrôler et de modérer le contenu, et également de mettre à disposition des utilisateurs, des visiteurs, un moyen de signaler un contenu inapproprié. Un contenu inapproprié, ça peut être simplement un contenu manifestement illégal. On avait tous, je pense, entendu parler sur la Redoute, ces déguisements d'enfants déportés qui étaient vendus sans que la Redoute n'ait fait exprès. Hein. Ils ne se sont pas dit, ouais, cool, on va les mettre. Non, c'est juste que c'est passé à travers des mailles du filet. Et donc ça a été signalé, la Redoute les a retirés et donc n'a pas été condamné. Ils ont bien respecté la procédure de signalement. Et donc les obligations de modération, c'est assez large en réalité, c'est pas juste les produits eux-mêmes, mais c'est également donc les produits vendus, mais les commentaires, les notes, les descriptions, les messages. Et ça représente un certain équivalent temps plein si on veut le faire bien, de façon proactive. On peut le faire de façon, en respectant la loi, beaucoup moins proactive, c'est-à-dire qu'on laisse passer tous les contenus, on met simplement des signalements et on retire tous les produits signalés. Mais ça devient un petit peu moins qualitatif assez rapidement. Voilà. Alors, je vais un petit peu parler des outils. Pour la simple et bonne raison que créer une marketplace, c'est quand même il y a des vrais besoins technologiques, c'est pas simple. Il y a un vrai travail. Pour notre part, on a passé quand même 5 ans de développement et puis on n'a pas terminé, évidemment. C'est jamais fini. Et donc, les parties importantes et la partie clé, c'est gérer les vendeurs et les apports de leur catalogue de produits ou services. Si par exemple, vous avez un vendeur qui a 3000 produits à vendre, il y a un vrai travail pour aller récupérer ce catalogue, l'indexer correctement, le catégoriser, permettre des comparatifs pour les acheteurs, bien entendu, qui vont pouvoir utiliser des filtres de recherche. Donc avoir une base homogène qui permet de filtrer sur les mêmes critères. S'il y en a un qui dit que la couleur, ça s'appelle couleur, mais le deuxième il dit que c'est coloris, il va falloir faire matcher ces deux-là. Et s'il y en a un qui dit rouge lave, l'autre il dit rouge carmin, et l'autre il dit rouge Saint-Ampion, eh bien il va falloir regrouper tout ça sous le terme rouge. Sinon l'utilisateur va avoir des facettes qui vont être des filtres de recherche qui vont être très désagréables à utiliser. Donc il y a un gros travail sur l'import des catalogues. Ensuite, la gestion des flux financiers, c'est ce que je vous évoquais tout à l'heure. Donc il va permettre aux vendeurs eh bien, de connaître l'état de ses ventes, de connaître l'état de ses commissions, l'état de ses TVA déclarés, toutes les informations qui vont lui permettre de gérer son business correctement. Au niveau marketing et animation commerciale, c'est une partie importante. Une fois qu'on a rentré le catalogue, qu'on a fait tout ce qu'il fallait
j'ai oublié de le dire, évidemment, la partie modération également, donc pour le catalogue. Une fois que tout ça, ça a été fait, eh bien, il va falloir qu'on le mette à la vente côté acheteur. Et là, pour faire simple, le plus important, ça va être de pouvoir permettre de faire de l'animation commerciale. Donc que ce soit par du système promotionnel classique, permettre de faire des remises, des réductions, des codes de réduction, mais également d'aller un peu plus loin, de permettre de faire du merchandising, de la recommandation de produits, des produits croisés, des ventes. Si vous avez acheté ça, vous aimeriez sûrement ça. Toute l'animation commerciale qu'on peut avoir, y compris sur l'e-commerce, mais qui a une signification un peu plus importante quand le catalogue est large. Il devient un peu plus difficile de découvrir ce que l'on aime par soi-même lorsque le catalogue fait 250 millions de livres que lorsqu'il en a 300 sur la librairie du coin. On peut un peu tout regarder, on peut faire toutes les étagères et dire ok, c'est ça que je vais acheter. Vous n'allez pas feuilleter 250 millions de livres. Donc la recommandation devient un élément clé. Il se murmure, a priori c'est à peu près vrai, que 30% des ventes d'Amazon viennent de la recommandation des moteurs d'Amazon. Des robots qu'Amazon, des recommandations que les robots d'Amazon viennent pousser à ses visiteurs. Personnellement, je dois avouer que ça m'est déjà arrivé d'acheter un livre qui m'est apparu en me disant ah ouais, c'est vrai que ça colle, ça doit convenir. Et ils sont vraiment plutôt très forts pour ça. Les outils de gestion du business model, bien entendu, donc commission vendeur la plupart du temps, mais aussi abonnement, listing fee, etc. Je ne vais pas vous le refaire. Alors, quand on a un back-office et un back-office vendeur, donc c'est bien deux niveaux de back-office différents, il faut que l'opérateur de la marketplace puisse modérer, voir les produits de tout le monde, etc. Chacun des vendeurs doit pouvoir gérer ses propres imports, ses propres produits et ses propres commandes. On va également avoir une partie acheteur, donc cette partie acheteur, elle, ce front office, il y a trois grands courants de pensée. Il y a le courant de pensée qui est chez certains éditeurs, je vais même les citer, aujourd'hui principalement Miracle et Iceberg, qui sont nos concurrents à nous, mais sont des entreprises intéressantes aussi, qui utilisent des CMS du marché. Des CMS, donc des outils qui permettent de faire des sites monovendeurs. Donc par exemple, PrestaShop, Magento, Ibris, bref, des sites qui permettent de faire des sites e-commerce traditionnels avec un seul vendeur, des sites classiques, que vont essayer de venir transformer via l'ajout du plugin Marketplace. Notre vision, c'est qu'a priori, c'est un peu compliqué. C'est un peu de travail, puisque du coup, ce sont des outils qui n'ont pas été conçus pour ça, et vous déformez un petit peu pour essayer de rentrer dedans. Néanmoins, ça n'empêche pas qu'au bout d'un moment, avec du travail et de la customisation, on y arrive. Aujourd'hui, des sites comme Galerie Lafayette, Darty, ça ne me revient plus, Pixmania, fonctionnent de cette façon-là. Si vous avez... c'est là qu'on va être sur les projets avec les budgets les plus conséquents, les projets avec un délai, un time to market qui va être un peu allongé, pour la complexité de la mise en œuvre et la compatibilité entre l'outil de marketplace et l'outil qui à la base était un outil monovendeur. Mais néanmoins, une fois que ce travail est fait, on arrive à faire des sites de l'amplitude de Darty, etc. Donc, quelque chose de ce type. Ensuite, il y a les plateformes qui font du custom. Du custom, ça veut dire un développement from scratch. En clair, vous embauchez une équipe de développeurs, vous payez une équipe de développeurs dans une agence, et vous les faites développer de zéro une plateforme. Ce type de projet, c'est ceux qui ont été retenus par exemple par ManoMano, anciennement Mon Échelle, Blablacar, ou quelques marketplaces à gros succès, Airbnb, mais pas Uber, qui est une plateforme. Et l'inconvénient majeur, c'est que c'est de très très loin la solution la plus coûteuse. Recruter ne serait-ce qu'un développeur à temps plein coûte en général plus cher que la techno elle-même. Néanmoins, il y a une maîtrise complète de ce qu'on veut y faire. Si on veut que très exactement ça fasse ce que l'on veut au millimètre, le custom, ça le fera. C'est toute une question de budget et de temps, mais quoi qu'il arrive, on arrive au résultat souhaité. En général, ce sont les choix de ceux qui sont eux-mêmes techniciens, ou alors qui ont des gros budgets. Ça a été le cas de l'équipe de ManoMano, puisque, donc anciennement Mon Échelle, c'est une entreprise qui est arrivée avec 25 associés dès le premier jour, avec une première levée de fonds immédiatement au moment du démarrage, et donc forcément avec des moyens qui sont assez atypiques sur le secteur. Et puis après, il y a quand même quelques réussites, où, je sais pas, 2-3 étudiants dev associés avec
plus un business arrive à sortir des marketplaces avec du développement interne. On va dire que la majeure partie des projets de ce type-là se scellent par des échecs. L'amplitude de développement est tellement grande pour respecter la réglementation, pour respecter ce que le PSP va impacter, va demander, pour faire tout ce que j'ai évoqué tout à l'heure sur les imports catalogues. En plus, il faut se connecter en général, quand on fait de l'e-commerce aussi, à des agrégateurs de flux, des entreprises sur lesquelles, eh bien, si moi j'ai envie de vendre sur Internet, j'envoie mon catalogue à un agrégateur qui lui-même transforme le catalogue vers tout un tas de marketplaces et de moyens de canaux de vente. Eh bien, tous ces connecteurs et toutes ces technologies ont un coût important qui fait que le développement maison est souvent complexe, ou alors il faut lever des fonds pour y aller. Donc, ça a été le cas par exemple d'une marketplace qui s'appelait Je loue mon camping-car, qui s'est renommé Yaka Roulé, qui a levé 3 millions d'euros que pour la techno, exclusivement pour la techno. Donc là, on voit que ça commence à devenir des budgets très importants. Et eux, leur sujet, c'était les assurances et tous les connecteurs qu'il faut pour pouvoir, pour que le business soit possible, parce que quand on loue un camping-car qui vaut 80 000 euros contre 300 euros, évidemment, l'assurance, c'est un peu important. Donc, du coup, les connecteurs avec les assurances sont très très évolués et très complexes. Et c'est le point qui a provoqué un besoin de faire une techno maison. Donc, parfois, le point critique du business impose le développement maison. Et la troisième façon que nous, on a choisi, c'est d'aller faire la solution back, donc, que j'évoque là, et la solution front dans une même plateforme, et de la packager, et de la concevoir multivendeur nativement, et de la démarrer comme ça. Ça a des avantages, évidemment, c'est que c'est la solution a priori la moins coûteuse et la plus rapide, puisqu'on prend un pack, on l'installe et on le met en ligne. Ça a des inconvénients, c'est qu'on doit adapter son projet à la plateforme, et on doit également... Enfin, c'est très adapté à un projet qui soit est en migration d'une techno existante, soit qui démarre une techno. Par contre, si vous voulez conserver un site e-commerce qui est déjà important et le transformer en marketplace, il y a des travaux qui finalement deviennent comme la première solution que j'ai évoquée tout à l'heure, c'est-à-dire à devoir transformer un site qui est nativement et mono-vendeur en plateforme multivendeur. Donc si c'est pour un nouveau projet ou un projet qui change de techno, c'est particulièrement adapté, sinon c'est vrai que ça a des inconvénients également. Les différents outils qui sont nécessaires pour faire tourner une marketplace, il n'y a pas que la techno de marketplace elle-même, donc là je vous en ai cité quelques-unes dans la mienne évidemment. Mais donc la brique de paiement, je ne reviens pas dessus, c'est le PSP, ce que j'ai évoqué tout à l'heure. La partie recherche, chez nous c'est Algolia, mais il y en a d'autres sur le marché, hein. Il y a FactFinder, DoFinder, il y a des moteurs non SaaS comme Apache Solar ou Elasticsearch. Il est revenu loin celui-là. Bon, il faut certificat SSL, maintenant je l'ai remis parce que c'est devenu quasiment indispensable, vu que maintenant, par exemple, Chrome signale les sites non certifiés avec le SSL comme étant des sites potentiellement frauduleux. Enfin bref, maintenant c'est plus vraiment possible de faire autrement. Le routage mail, évidemment, pour envoyer toutes les informations aux vendeurs, aux acheteurs sur les transactions. Un moteur de recommandation de produits, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, hein, pour faire le cross-selling. Si vous aimez ça, vous pourriez acheter ça, les produits similaires. Les gens qui vous ressemblent ont bien aimé acheter ça, bref, la recommandation. Parfois, mais je dis bien parfois, dans certains rares cas, comme le fait Amazon ou avec Fulfillment by Amazon FBA ou Cdiscount avec ses logistiques, eh bien une offre de logistique à part entière, sous-traitée, de regroupement des offres des vendeurs. Mais c'est à réserver en général aux plateformes les plus importantes. Lorsque les projets sont situés dans des entreprises déjà assez conséquentes, on a une interconnexion avec le système d'information, donc le RP ou CRM. Le RP, donc le logiciel de gestion globale de l'entreprise, CRM, la gestion de la relation client. Et donc l'e-merchandising qui se distingue de la recommandation de produits parce que là on va influencer les résultats de recherche par le site Search Engine. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, on peut influencer les résultats de recherche si on le souhaite. Je peux très bien faire que si j'ai une banque de films, vous tapez Star Wars et en premier j'ai envie de vous afficher Star Trek, j'ai le droit, je peux avec ce type d'outil, néanmoins évidemment il faut le faire bien pour ne pas faire fuir les acheteurs. On va parler sous. Alors évidemment ça fait des gros chiffres parce que lancer Marketplace c'est quand même quelque chose qui n'est pas anodin. On va dire que la partie de gauche c'est plutôt des startups, la partie de droite c'est plutôt des grands comptes.
que chez nous, on a à la fois de très jeunes entreprises, des PME, mais aussi des très grands comptes. On a BNP Paribas, Engie, oui, des boîtes qui évidemment sont assez importantes, qui parfois sont à droite du budget de droite. La conception-gestion de projet, donc là ça n'a rien à voir avec l'éditeur de marketplace, mais il y a certaines entreprises qui payent du conseil chez des cabinets de conseil pour démarrer la conception, parfois réaliser un cahier des charges. Et là, on est sur des entreprises type Capgemini, KPMG, des cabinets de conseil, même pourquoi pas Ernst & Young, EY, et ça vaut, et encore j'ai vu au-delà de ça, juste sur de la conception, on a vu des boîtes payer 100 000 €, enfin, moi ça me paraît dingue en tant que start-upper, mais ça existe. La partie design, donc soit on le fait en interne, si on est très très bon designer, si on a ça dans son équipe, soit on fait appel à un designer externe, donc qui, suivant son statut, un jeune designer freelance qui démarre, qui peut être bon, hein, c'est en général aux alentours de 5 000 € pour la totalité du web design, et 15 000 € pour une agence déjà plus installée et plus réputée. J'oubliais, il existe des possibilités suivant la solution qui a été retenue, c'est le cas chez nous, d'avoir un template qui permet de se passer de ce coup-là. Par contre, avec la contrainte de devoir adapter le projet à un design qui a été réalisé en l'adaptant par touche, logo, couleur, menu, texte. La solution marketplace elle-même, là, les chiffres que je vous ai mis, c'est des solutions qui inclusent la nôtre, mais qui peuvent aller encore au-delà dans le cas de certaines solutions très grands comptes, mais il n'y a pas de limite. Quand on est dans le custom et le sur-mesure, il n'y a pas de limite. La Redoute a payé 4 millions € sa solution à une SS2I, on va dire une grosse agence. Et donc là, on est dans nos limites, en fait, tout simplement, dès qu'on fait du custom. Donc là, je vous parle de solutions sur étagère. Il existe quelques solutions, quelques jeunes startups qui ont lancé des solutions très simples, très basiques, parfois tellement basiques qu'elles ne respectent pas la loi, mais néanmoins, elles existent. Alors, il y a ShareTribe, il y a quelques-unes. Je regardais ma collaboratrice ici, vous pouvez me mimer les chrysalides, voilà. Bref, il y en a quelques-unes d'entreprises qui vraiment s'adressent à des tout jeunes porteurs de projets, dans une phase vraiment de test pour essayer, pour voir, mais pour ceux qui ne sont vraiment pas capables d'aller chercher ces budgets-là, pas capables, j'en sais quelque chose il y a quelques années en arrière, mais qui ne sont pas dans la capacité de le faire. La partie RH, donc ressources humaines, en général, c'est vraiment l'animation des vendeurs, puisque je l'ai dit tout à l'heure, le recrutement des vendeurs, c'est la partie clé, et une partie administrative, il va falloir gérer tout simplement les facturations des commissions aux vendeurs, la partie modération des contenus, virer un vendeur indélicat, contrôler un petit peu ce qui se passe. Et en général, on est sur 2 équivalents temps plein. Le marketing, bah, alors là, il n'y a pas de budget, hein, ça dépend. Il y a des startups qui se lancent avec 0 et qui y arrivent parfois, et puis qui font le buzz, qui font une croissance parfois bonne. Et puis il y a ceux qui mettent beaucoup d'argent, puis qui parfois n'y arrivent quand même pas. Mais néanmoins, aujourd'hui, le budget, c'est celui qui est le plus extensible. Hein. Si vous faites une campagne pub télé pendant la Coupe du Monde, évidemment, ça va tout de suite être un peu cher. Donc si on prend toutes les parties de gauche, on est plutôt sur un total bas d'un projet vraiment qui a une vocation à être un vrai projet d'entreprise, j'entends. Hein. C'est-à-dire pas un projet de stage d'étudiant, un projet d'entreprise. C'est-à-dire pour essayer de viser des millions d'euros de chiffre d'affaires, un vrai projet d'entreprise. 50 000 donc, et ensuite j'ai parlé médian parce qu'il n'y a pas de limite haute. Hein. Je vous ai parlé de 4 millions d'euros sur la Redoute. On a un de nos clients que je ne peux pas citer qui a dépensé déjà 5 millions et qui a migré chez nous après. Donc ça peut être nos limites. Mais en tout cas, sur un projet PME, grand compte, on peut déjà, avec 150 000, avoir quelque chose de très très costaud. Alors, j'ai beaucoup parlé de ça, donc je ne vais pas forcément reparler. J'ai pris de l'avance en fait. Donc des solutions de marketplace light, j'en ai parlé. J'ai oublié aussi quelque chose dans les solutions light. Il existe quelques modules sur des solutions e-commerce classiques, comme par exemple WordPress. Oh, je suis désolé.
Sur WordPress, il existe une solution e-commerce qui s'appelle WooCommerce, et un module WooCommerce qui s'appelle Marketplace. Le module s'appelle Marketplace, qui permet d'avoir des embryons de fonctionnalités Marketplace. Je l'ai acheté, je l'ai installé, ça vaut 140 €, j'ai essayé. Voilà, on ne peut pas faire de business avec, mais on peut s'amuser un petit peu, tester, voir à quoi ça peut ressembler. C'est plus vraiment pour tester quelque chose. C'est vraiment pas possible de faire du business, mais ça existe. Et après, donc, les solutions grand compte, je les ai citées tout à l'heure, donc notamment Miracle, qui fait tourner d'articles, Galeries Lafayette, Carrefour, plus d'autres en tête, donc Nature et Découverte, Auchan. Voilà. Et donc, nous, on se retrouve au milieu, en fait. C'est pour ça qu'on dit qu'on est la meilleure solution. Non, on est au milieu, c'est-à-dire qu'on est venu combler un vide. Il y avait des solutions très très simples, des solutions très très compliquées. Entre les deux, il n'y avait vraiment rien. Voilà, tout simplement, il y avait un gros trou. Et comme le business n'est pas le vide, on est venu le remplir avec un certain succès. Mais néanmoins, c'est ça le positionnement, c'est comme ça qu'on existe. C'est pour ça qu'on a pris cette place. Donc on a dit, trop simple et trop basique, c'est pas suffisant. C'est comme essayer de gagner une course de Formule 1 avec une de chevaux. Ok, on peut essayer, mais on n'y arrivera pas. Et après, très cher et très compliqué, c'est possible. Et si ça bouffe tout le budget, voire même que ça empêche la possibilité de pouvoir y aller, ben, en fait ça sert à rien. Donc on a rempli le vide entre les deux avec des projets intermédiaires, dans le budget et dans la techno très largement suffisant pour faire du business. Je vais quand même parler de nous, vite fait, parce qu'on est quand même super bon. Donc c'est le back et le front. En fait c'est intéressant aussi de parler de tant de projets au-delà de nous en fait. Avec les solutions low cost, on est capable de lancer une place de marché. J'ai essayé vraiment en 2 jours. Je vous l'ai dit, ça ne fera pas d'argent, mais on aura un embryon de quelque chose. Nous, on va être sur des projets qui vont durer entre 2 et 5 mois. Enfin, ça dépend un petit peu, voire un peu moins si c'est le template, un peu plus si c'est un grand compte qui a une machine, ou rien que pour avoir un call avec leur juriste, pour avoir le droit de travailler avec eux, il faut 3 mois. Donc là, évidemment, ça peut un peu décaler, mais ça, c'est pas vraiment de notre faute. Et ensuite, sur les solutions de grand compte, on est plus traditionnellement entre 9 et 18 mois. Donc c'est énorme dans l'informatique. Ça veut dire que, entre le moment où je me suis dit, ce projet de marketplace, c'est vraiment le bon, je vais pouvoir faire de l'argent, je vais pouvoir faire du business, et 18 mois plus tard, en informatique, il s'est passé une éternité, en réalité. C'est-à-dire que peut-être qu'il y en a 12 qui ont lancé la même marketplace que vous, peut-être que le marché, il a complètement changé, ce projet, il est plus bon du tout, peut-être que c'est encore génial, évidemment. Néanmoins, le facteur de risque du time to market aujourd'hui est considéré comme très important. Et il y a beaucoup de boîtes qui fonctionnent avec la méthode Lean Startup. Donc on lance le plus vite possible un minimum viable product, un MVP. Et à partir de ce MVP, eh bien, ensuite on enclenche par itération des améliorations et un développement progressif. Et c'est un petit peu la philosophie qu'on a. C'est-à-dire qu'on pense que, enfin c'est pas on pense, on est à peu près sûr, on représente le MVP de la marketplace si on veut le démarrer avec une chance d'y aller, ensuite on fait évoluer par itération. Et donc c'est assez atypique sur le marché, on ne prend pas de commission sur les ventes. Nous, on ne rajoute pas de commission sur le PSP lui il la prend, mais on n'y peut rien, on n'y est pour rien. La contractualisation se fait en direct avec le client. Par contre, nous, on n'en prend pas. Bon, je ne vais pas spécialement... Bon, on a pas mal de clients sympas. Très fiers. Est-ce que vous avez des questions? Ça m'étonnerait, ou alors soit vous êtes timide, soit j'ai été parfait. Oui. Du coup, le tarif pour combien on peut prévoir une marketplace de taille moyenne? C'est quoi de taille moyenne? On va aller plus loin. C'est une bonne question. Maintenant, si on part sur... Est-ce que maintenant, avec un template et tout, on arrive vraiment à 50 000 €, mais tout compris, votre solution, marketing, tout ça? Alors, oui, si on a un projet qui rentre dans le cadre de la solution sans avoir besoin de faire du custom. Il y a des projets qui vont avoir besoin des impératifs. J'ai cité l'exemple tout à l'heure de la location de camping-car. En fait, si on avait fait ça, il y aurait certainement des surcoûts pour développer des connecteurs spéciaux avec des assurances, avec des choses qui augmenteraient le coût. On va dire qu'en moyenne, oui, complètement. D'ailleurs, le panier moyen, c'est bien ces eaux-là. Donc les entreprises qui font des marketplaces aujourd'hui, c'est en moyenne réellement pour un budget de ce type-là. Donc modulo, les projets B2B par exemple, donc entre là où l'acheteur comme le vendeur sont des pros, ont tendance à coûter un peu plus cher et a besoin de plus de fonctionnalités, limiter les achats ou les prix en fonction
en fonction de l'acheteur. C'est-à-dire que si moi je suis un pro, je n'ai pas forcément le même tarif pour vous et pour vous. Donc il faut des fonctionnalités particulières pour aller récupérer cette info, aller la mettre à jour, la synchroniser, interdire que le public particulier puisse accéder au prix. Parce qu'évidemment, si je vends ce billard à un vendeur de billard, parce que je suis en B2B et que lui il va le revendre, que moi je lui vends 500, que vous le voyez que lui il le revend 1500, le particulier il ne va pas aimer. Donc en général, on essaie de faire des petites cachotteries de ce type-là. Il y a également les fonctionnalités de paiement qui ne sont pas du tout les mêmes en B2B. Donc il n'y a pas juste la CB en ligne. Si je veux acheter une machine-outil ou des choses compliquées ou un stock de 3000 couches pour bébé, évidemment c'est pas le même coût que quand je n'achète un petit paquet de 20 couches. Donc la CB ça n'a pas marché. Donc c'est des choses compliquées avec des paiements à échéance, en différé, parfois fractionnés, avec des choses par mandat, par lettre. C'est des choses un petit peu avancées. Donc, globalement, le projet B2B a tendance à être un peu plus cher que le projet B2C. Les projets les plus simples sont les projets C2C, mais ce sont ceux aujourd'hui sur lesquels il y a le plus de défaillances par contre. Donc, les projets entre particuliers, type Blablacar, il y en a plein, donc ça ne me revient pas. Les projets entre particuliers, donc vestiaire collective, les projets donc pour se revendre des produits d'occasion en général, ou des services entre particuliers. On a tous vu sur internet un moment ou l'autre des pubs pour des. Mon voisin il peut venir me passer la tondeuse ou je sais pas quoi, ou monter une armoire. Et bien ça a tendance à être les plus simples, mais ceux qui aujourd'hui sont plus complexes. Le panier moyen est très bas, la fidélisation n'est pas très bonne, et comme c'est facile, du coup il y en a plein qui se lancent, donc la concurrence et le marché est lancé. En réalité, quand c'est trop facile, c'est pas forcément une très grosse opportunité. Si ça coûtait 100 € de lancer le projet génial, il y en aurait déjà 10 000. Donc parfois la barrière à l'entrée, c'est en fait plutôt un facteur de réussite pour le projet, parce que sinon il y en a déjà des tonnes. C'est comme les sites de petites annonces aujourd'hui, pour en lancer un, il faut être motivé. Parce qu'on avait compté qu'il y en a 31 000 en France. Parce qu'en fait c'est super facile, il n'y a pas de techno derrière, il n'y a pas de transaction, il n'y a pas de modération, il n'y a rien. Prenez un WordPress, vous installez un module petite annonce, vous faites un clone à Le Bon Coin, top chrono en une après-midi. Donc comme il n'y a pas de barrière à l'entrée, il y en a trop. Donc voilà. Donc, pour répondre à la question, C2C plutôt moins cher, mais plutôt. Il faut vraiment trouver l'idée du siècle. B2C, on est plutôt dans cette fourchette-là, B2B plutôt plus élevé. Voilà. Ah oui, j'oubliais bien entendu, les projets qui ont vocation internationale rajoutent des complexités qui font augmenter le panier moyen également, parce qu'il faut traiter les questions des multitaxes, des offres qui sont disponibles dans certains pays et pas dans d'autres, des multimodes de livraison, c'est-à-dire qu'évidemment on n'expédie pas au même prix si on va en Australie, aux États-Unis ou en France. Donc il y a des complexités supplémentaires. Ah oui, de toute façon, en fait, une marketplace, en réalité, au bout d'un an, elle sait déjà si elle fait une réussite ou pas. Et la beauté du modèle fait que déjà, dès que vous faites 100 000 €, vous avez des investisseurs qui vont vous permettre de lever des fonds, je pense. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'argent sur le marché. Et dès que vous avez passé un cap qui est de plus de 50 000 €, on va dire au moins 100 000 € de chiffre d'affaires, vous allez rapidement en fait pouvoir lever des fonds et aller plus loin. Il faut vraiment passer ce cap où en France c'est difficile de lever des fonds sur une idée, donc il faut s'autofinancer, parfois après à la banque ou je ne sais quoi. Mais quand on a passé le cap, c'est la partie où ça devient plus facile. Aujourd'hui, l'immense majorité des marketplaces qui atteint ce chiffre d'affaires lèvent des fonds assez facilement. Comment les marketplaces gèrent la duplication des données pour éviter que le site source en fait il se fasse aspirer par le marketplace? Donc en fait, il n'y a pas 36 façons. La seule façon, c'est soit d'avoir un contenu qui n'est pas dupliqué, donc en clair un contenu unique pour la place de marché, soit, deuxième façon, de ne pas indexer le contenu dupliqué. Donc là, quand vous savez que le vendeur a du contenu frais, c'est-à-dire par exemple quelqu'un qui ne vendait pas encore sur internet, page produit, moi je parle vraiment d'une page produit. Oui, donc le vendeur c'est lui qui écrit le contenu en général. C'est pour ça que je parle. Quand le vendeur ne vendait pas son produit sur internet et qui se met à le vendre, par exemple, admettons que je distribue une marque asiatique qui n'avait pas encore de distribution en France. Je suis à peu près certain que le contenu qu'il va me fournir, peut-être que je vais le faire traduire, pourquoi pas, va être unique. Donc là, je vais pouvoir l'indexer et ça va bénéficier à ma plateforme.
Si par contre j'ai un contenu dupliqué, j'ai tout intérêt à tout simplement pas l'indexer, donc à mettre dans le robot TXT un no-index. Donc je demande à Google de ne pas indexer ce contenu. Mais quand on a atteint une certaine taille critique, c'est plutôt problématique pour le petit site qui avait le site original, le contenu original. Par exemple, quand vous mettez du contenu dupliqué, même plus tard sur Amazon aujourd'hui, Google va croire que, vu qu'il y a plus de, qu'on appelle en SEO, de jus sur Amazon, il va croire qu'Amazon est celui de référence, et le deuxième, qui était pourtant le créateur du contenu initial, est le copieur. Donc c'est lui qui va être pénalisé. Donc c'est souvent au vendeur, quand il vend sur une marketplace qui a déjà un peu de trafic et de force, c'est le vendeur qui va faire l'effort pour éviter que son site ne soit pénalisé, et pas la marketplace. On a un de nos clients qui va modifier l'ensemble des contenus. C'est un malus, ça, c'est exact. Qui fait rédiger plus de 1000 fiches produits, donc les best-sellers, donc la méthode des 80-20, donc les 20% des produits qui gèrent 80% des ventes. Il les fait réécrire complètement toutes les ventes, toutes les fiches produits. J'ai pas de data, merci. Ça va mais sinon c'est galère, si on fait rien, c'est-à-dire que si on regarde rien, on regarde pas ce qui est dupliqué ou pas, on va avoir un SEO pourri, quoi, si on fait rien. Mais donc, on fait pas rien. Donc, aujourd'hui, on le voit de plus en plus, en fait, c'est une découverte assez récente, que les marketplaces écrivent du contenu pour leurs vendeurs, comme c'est un investissement, en fait, pour qu'il soit propre. J'alterne. Ouais. Comment mettre en avant ces marketplaces? En fait, ça dépend vraiment si vous êtes dans un secteur B2B, B2C, C2C, s'il y a déjà une concurrence sur le marché, si la concurrence c'est déjà une autre marketplace ou si c'est des sites éclatés qu'on regroupe sur une plateforme. Les stratégies vont vraiment être très très différentes. Par exemple, je vais donner un exemple qui me vient en tête parce que c'est assez surprenant. Vous connaissez Wish? Il y a combien de gens qui connaissent la marketplace Wish? Une grosse moitié. Donc Wish, c'est une plateforme qui s'est lancée il y a quelques années, et sa seule technique, ça a été Facebook. Des ads sur Facebook, et avec la stratégie qui a été de dire, on va faire exprès de mettre de la pub pour des produits pourris qui vont interpeller et interroger les gens. Genre, moi l'autre jour j'ai vu un truc, un espèce de joint de charrue, enfin des trucs, on prend rien, même quand on voit la photo, on sait même pas ce que ça veut dire. Donc j'ai cliqué, voilà, j'ai fait le con, j'ai cliqué. Et en plus, sur Wish, quand on veut voir les produits d'après, je crois qu'il faut s'inscrire obligatoirement, enfin, je me suis inscrit. Je reçois des spams. Voilà. Donc un jour je l'ai acheté. Et je crois qu'il y a même mon associé qui a acheté un produit sur Wish pour essayer, parce que les prix ils interpellent, quoi. Il a vu un vidéo proche à 30 €, je crois. Voilà. Du coup, il dit c'est pas possible, donc il l'a acheté. Et a priori il marche, un peu pourri, mais il marche. Ouais, surpris. Enfin, du coup, ça c'est une stratégie. Après, il y a Blablacar, sa stratégie principale, ça a été de faire coller des autocollants à l'arrière des voitures. C'est une stratégie toute bizarre, mais ça a cartonné. C'est de dire, ok, j'utilise Blablacar, et les gens ils recevaient automatiquement, gratuitement un autocollant, et ils le mettaient sur la voiture. Il y a des gens qui font du AdWords aussi, évidemment. Puis il y a des gens qui n'ont pas de budget, qui font autrement. Airbnb, leur technique, c'était d'aller piquer, c'est du growth hacking, mais c'est plus trop à la mode ce mot, pourtant c'est ce qu'ils ont fait. C'était d'aller piquer sur Craigslist, donc c'est le bon coin américain. Ils allaient appeler automatiquement tous les gens qui vendaient ou louaient un appartement. Ils allaient copier-coller les annonces. Ils disaient ah au fait il y a un nouveau service de Craigslist. C'est pas vrai. Mais est-ce que c'est bon, vous validez l'inscription? C'est pour un nouveau site qui est plus joli. Ils disaient ok. Et après quand il y avait une location, ils rappelaient le type à la main. Et c'est bon, ça y est, on vous l'a loué, est-ce que c'est bon? Et voilà, ça c'est leur but, c'était de piquer les annonces de Craigslist. Il y a plein de techniques comme ça. J'en ai plus d'autres qui viennent, mais en tout cas, il y a trop de réponses à cette question. Je pense que ça pourrait faire l'objet d'une série de 30 conférences sur le sujet facilement. À qui appartiennent les données clients pour le marketplace? Alors, lesquelles? Les données personnelles ou les autres? Je loue un hôtel sur Booking, par exemple. Le client il vient chez moi, dans mon hôtel. À qui va la donner en fait? Qui a le droit de la stocker, de la voir? Alors, la stocker, la marketplace, bien sûr. Ouais. Par contre, donc avec la GDPR, RGPD, GDPR, je sais plus. On a en fait l'obligation, donc simplement
d'expliquer pourquoi on fait tel ou tel stockage de données personnelles. Mais néanmoins, c'est bien l'opérateur de marketplace qui est l'hébergeur, qui est sous-traitant de son client, du vendeur dans certains cas. Donc c'est le cas de Carrefour Marketplace par exemple, qui considère que le vendeur en fait est le responsable du traitement et que la marketplace est le sous-traitant du responsable du traitement qui est le vendeur. Ça c'est un cas assez typique. Et le cas le plus caractéristique, c'est que l'opérateur de la marketplace est le propriétaire de la donnée et il fait copropriété avec le vendeur. Donc ils sont copropriétaires des données. Et seulement, il peut sélectionner les données qu'il lui autorise à avoir. Donc en fait, vous avez des marketplaces qui donnent tout, comme eBay, y compris, et c'est la clé, l'email, parce que le téléphone et l'adresse, en fait, vous êtes obligé de les donner parce qu'il y a une expédition à faire, à organiser. Si vous n'avez pas l'adresse, c'est bien embêté. Et le téléphone, maintenant, les sociétés de transport les demandent assez fréquemment. Donc l'adresse et le téléphone, vous êtes un peu obligé. Seulement aujourd'hui, envoyer des courriers, c'est pas trop mode pour faire du marketing, puis ça coûte cher. À peu près 1 € par courrier. Donc grosso modo, il y a assez peu de boîtes qui vont fidéliser leurs clients par courrier. Donc c'est le mail qui est la clé. Et le mail, en fait, il y a à peu près les 3/4 des marketplaces qui ne le donnent pas par contre aux vendeurs. Donc par exemple Amazon, qui est la plus connue évidemment. Amazon donc, conserve le mail et ne donne que le nom, prénom, adresse, téléphone au vendeur tiers. Et il garde l'email. Donc du coup, ça fait que certes, il est copropriétaire d'une bonne partie des données, mais la plus importante qui est le mail, puisque c'est celui sur lequel le ROI, le retour sur investissement est le plus important, il les garde pour lui. Ouais. Comment ça se passe au niveau de la maintenance une fois que la marketplace est lancée? Est-ce que vous avez La maintenance technique? Ouais. S'il y a un souci avec le site, est-ce que vous avez des forfaits de maintenance Alors en fait, donc, je vais dire pour nous, puis après je vais dire d'autres fonctionnements. Je ne vais pas faire que la pub. Alors, en fait, nous, c'est une licence annuelle qui inclut la maintenance. Donc en fait, qui reproduit un abonnement qui inclut l'hébergement, puisqu'évidemment son site, il faut aussi l'héberger, surtout s'il y a un certain volume. Donc l'hébergement, la maintenance, les mises à jour. Parce que par exemple, la réglementation qui a changé au 1er janvier 2018, on a eu 3 mois de développement pour faire en sorte qu'on la respecte. Ces développements, on les a fait nous, et ça a été une mise à jour gratuite pour l'ensemble des clients. Ça, c'est le cas où en fait, on fait appel à un éditeur en mode SaaS, donc c'est notre cas, Software as a Service, c'est-à-dire que le logiciel est inclus avec le service. Et donc, hébergement inclus. Donc c'est la différence entre anciennement Office qu'on utilisait pour Word, pour taper un texte. On l'achetait en one-shot une fois, et on avait la licence à vie. Ça, c'est une formule normale, mais qui n'inclut pas forcément la maintenance. Et la deuxième façon, c'est en mode SaaS, c'est Office 365, dans lequel en ligne, on y retourne, mais on paye un abonnement qui ne s'arrête jamais, mais qui inclut du coup l'hébergement et la maintenance de la solution. Et en fait, c'est vraiment, chez les marketplaces, c'est le même modèle. Donc nous, on est sur le modèle SaaS, donc ça continue, mais le service est inclus, donc on n'a pas besoin de recruter un développeur, ou de faire l'infogérance, ou d'héberger le site. Et faire la maintenance donc, et les évolutions pour respecter les nouvelles réglementations, etc. Et après, il y a des solutions en licence aujourd'hui. Je suis en train de réfléchir. En fait, en mode de licence dans les marketplaces, je crois qu'il n'y en a plus. Non, il n'y en a plus. En fait, il y en a eu. Elles sont toutes mortes parce que justement le modèle est moins vertueux pour la solution, pour l'éditeur. Comme ça coûte très très cher à développer une solution de marketplace, donc nous on a mis 5 ans avec une équipe complète. Donc, on estime que c'est 3 millions d'euros de R&D chez nous, donc il faut l'amortir. Et donc si en fait je vous vends une seule fois quelque chose et que je m'en vais et je rentre chez moi, en fait mon entreprise génère moins de revenus sur la vie. Vous avez moins de services, mais moi ça me génère moins de revenus, ce qui fait que l'éditeur lui-même avait tendance à mettre la clé sous la porte. C'était le cas de Merchant Tree, c'était le leader américain, et qui faisait ce modèle-là, c'est-à-dire qu'il vous payez une fois la licence et ça s'arrêtait. On l'hébergeait tout seul, on faisait tout seul. Mais ça a fermé. Donc, du coup, maintenant, ils sont tous en mode SaaS. Donc la deuxième solution, c'est d'être soi-même, soit par une agence, soit en ayant embauché des développeurs, d'avoir sa propre solution et de maintenir soi-même. Donc en fait, soit on a une solution maintenance inclue avec un abonnement, soit on l'a développé soi-même, il n'y a plus de solution en licence. J'en ai plus en tête. Si.
par rapport aux chiffres tout à l'heure, tu as dit que c'était 25% d'achats sur les marketplaces en France et 50% au niveau international. Ça m'a un peu choqué cette différence. Ça vient d'où cette si grosse différence? Alors là, c'est la Chine. Voilà, c'est la Chine. La Chine, c'est 82%, je crois, 81-82% du marché. Or, c'est le premier marché mondial de l'e-commerce. Donc du coup, quand vous avez le plus gros marché mondial qui a plus de 80%, il tire la moyenne vers le haut. Voilà. Alors Alibaba et tous ces sites filiales. WeChat, c'est une place. Alors WeChat est devenu récemment une place de marché, donc maintenant on peut acheter des choses sur WeChat depuis peu, mais oui. Et, les 4 plus gros sites en Chine sont Alibaba pour sa version B2B, Taobao pour la version C2C, qui appartient aussi à Alibaba, Tmall qui est Taobao Mall pour la version B2C, qui appartient aussi à Alibaba. Ces 3-là, c'est 60% de l'e-commerce chinois. Donc ces 3 sites et les 3 appartiennent à Alibaba. Et ensuite vous avez JD.com et j'ai plus les autres. Mais en tout cas, qui sont chinois aussi. Et en fait, c'est la Chine. Et après, il y a les États-Unis avec Amazon, évidemment. Amazon qui pèse à lui tout seul 42% du marché américain. Du coup, ça a tendance aussi à faire tirer la moyenne vers le haut. J'aurais parlé d'une marketplace qui était vraiment haute à un moment donné, qui a vraiment déclin, c'est Groupon. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ils sont autant en déclin? Qu'est-ce qu'ils ont mal fait? En fait, Groupon, c'est une marketplace atypique puisque leurs vendeurs, c'est des commerçants physiques, à la base, en tout cas initialement. Donc c'est des commerçants physiques qui ont pignon sur rue. En fait, ces commerçants physiques, pour aller les démarcher, il fallait y aller physiquement. Donc en fait, Groupon, grosso modo, quasiment leurs 3000 premiers salariés, c'est 3000 commerciaux qui arpentaient les rues. Ils faisaient du porte-à-porte. Ils allaient voir le masseur du coin pour dire « Ok, t'as pas une offre de massage sur Groupon », le boulanger, des offres de chouquettes sur Groupon, etc. Le coiffeur, le truc. Donc du coup, c'était une masse salariale qui était phénoménale. Et ils ont eu jusqu'à la plus grande époque, je pense qu'on peut retrouver les chiffres, 20 000 commerciaux qui arpentaient le monde entier, donc les États-Unis, la France, l'Europe, l'Allemagne. Et du coup, ça coûtait des sommes très importantes, et financées par levée de fonds sur levée de fonds. Et un jour, ils ont vu que la levée de fonds d'après était moins intéressante parce qu'il y a un moment où ça a quand même eu des limites. Ils ont licencié tout un tas de commerciaux, la plupart. Genre, il en restait 1000 sur les 20 000, mais maintenant ils sont rentables. Donc en fait, c'était un modèle qui était un peu prévu comme Uber. Uber, ils sont à la course à croissance en perdant de l'argent, mais ils font exprès. Ne croyez pas que Uber, ils vont couler, Uber, ils font exprès. Et un jour où ils auront décidé que la rentabilité est plus importante que la croissance, ils arrêteront de claquer de l'argent dans tous les sens et gagneront de l'argent. Comme Amazon aujourd'hui. Amazon, ça a été un modèle de croissance à tout va pendant plusieurs années, et pas par des levées de fonds typiques, mais par la bourse, par l'argent qui venait par les actions en bourse. Et ensuite, un jour, ils ont dit, ok, maintenant il faut gagner de l'argent. Et ils ont fait beaucoup moins d'efforts de R&D, etc. Moi, je vous propose qu'en fait, on D'aller manger. un petit apéro working, comme ça je pourrai répondre Merci. à toutes les questions. Je stoppe.